accepté que les membres du réseau Azurea puissent bénéficier de l'ICRF RedCap hébergé par notre CHU, je vais vous le présenter via cette vidéo. Alors la plupart d'entre vous connaissez déjà RedCap puisque vous l'utilisez pour informatiser des données pour des études pour lesquelles vous êtes centre associé. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer l'ICRF de vos propres études. Alors je ferai cela dans les grandes lignes car il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais d'une part, c'est assez intuitif et d'autre part, il y a une rubrique d'aide ou de foire aux questions qui est très bien faite et que vous pourrez consulter. Le but étant que vous soyez le plus autonome possible. Bien évidemment, vous pourrez me joindre si vous avez besoin de plus d'informations. Alors tout d'abord, quelques mots introductifs sur RedCap. RedCap est un ICRF gratuit qui possède les fonctionnalités de base de tout ICRF, traçabilité de chaque action, suivi des modifications, monitoring avec possibilité de mettre des queries. Il y a également un module de randomisation permettant de faire de la randomisation par liste pour des plans expérimentaux en groupe parallèle, en groupe croisé. On peut également faire de la randomisation stratifiée. On peut faire également des contrôles de cohérence intradonnées, minimum, maximum, voire interdonnées, qui vont en temps réel générer un message si la valeur saisie est hors des limites de ce qui est noté, mais cela reste assez limité. Par contre, il n'est pas possible de faire de la randomisation par minimisation, ni de la gestion automatisée des stocks de lots thérapeutiques dans les différents centres. Donc il est très bien indiqué pour les études multicentriques pas trop complexes dans leur design ni dans leur réalisation, mais aussi pour des études monocentriques permettant une qualité optimale dans le recueil des données. Je ne vais pas vous rappeler les règles CNIL d'anonymisation des données notamment, que vous connaissez tous, car elles s'appliquent avant tout à l'étude plus qu'à l'ICRF en lui-même. Mais si vous devez informatiser des données sensibles, l'origine ethnique par exemple, assurez-vous que vous avez bien l'autorisation. Donc, dans un premier chapitre, on va voir quelques informations d'ordre général. La première étant l'accès aux études sur RedCap. Alors, il y a deux niveaux d'accès. Le premier, c'est l'accès au logiciel RedCap. Donc, pour cela, il faut posséder un compte RedCap et il n'y a que moi qui peux créer ces comptes RedCap. Donc, si vous avez déjà un compte RedCap au CHU de Clermont-Ferrand, si vous avez déjà un accès au RedCap du CHU de Clermont-Ferrand, vous n'avez rien à faire. Par contre, pour les prochains utilisateurs de vos études, si vous voulez créer un compte, il faudra me le demander et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Le deuxième niveau d'accès étant l'accès aux études. Donc ça, c'est vous qui définirez qui a accès à vos propres études et qui en définirez les droits. Ensuite, mon rôle. Donc, comme je viens de vous le dire, je créerai les nouveaux comptes RedCap pour des personnes qui n'en auront pas. Et deuxièmement, je passerai également les projets en production. C'est une étape qui se fait quand l'ICRF est complètement finalisé. Donc, je vous expliquerai cela également dans quelques instants. Et enfin, bien sûr, je serai votre interlocuteur si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin d'informations. Autre information générale, on aura besoin de télécharger des fichiers vers RedCap et de RedCap. Ces fichiers-là sont toujours en format .csv. Alors pour éviter les bugs, sinon on ne peut pas faire télécharger les fichiers vers RedCap, il faut faire une petite manipulation. Donc là je suis sur Mac, donc je ne peux pas vous la montrer, mais sachez que sur PC, je pense que vous travaillez beaucoup sur PC, il faut faire la manipulation suivante. Il faut aller dans panneau de configuration, région et langue, paramètres supplémentaires, et à symbole décimal, il faut remplacer la virgule par un point, et à séparateur de liste, il faut remplacer le point-virgule par une virgule. Donc cela quand on aura besoin de télécharger des fichiers, encore une fois, vers RedCap. Dernière information d'ordre général, l'environnement de RedCap par défaut est en français, c'est-à-dire ce que vont voir les utilisateurs, par exemple créer un nouveau patient, le terme étant donc en français par défaut. Si vous voulez le mettre en anglais, si vous avez des études internationales, vous pouvez me le demander et je ferai en sorte que votre étude spécifiquement soit en anglais.
Deuxième chapitre, on va voir la démonstration en pratique, donc création d'un nouveau projet. Ici, nous sommes sur la page d'accueil de REDCap, donc on va dans l'onglet créer un nouveau projet. La première chose à faire, c'est d'indiquer le titre du nouveau projet. Alors, le titre des études qui seront conçues dans le cadre d'Azurea devront avoir toujours la forme suivante. D'abord, Azurea, tiré bas, et l'acronyme de votre étude. Donc, moi, je vais mettre test. Il est très important qu'il y ait le mot Azurea qui apparaisse, parce que pour nous, au CHU Clermont, c'est la seule façon rapide de voir quelles études sont conçues donc, dans le cadre Azurea. Ensuite, on sélectionne ici le but du projet, donc recherche. Ici, on va cocher recherche clinique et on va valider la création du projet. Une fois cela fait, on tombe directement dans la page de configuration du projet. Si je vais dans l'onglet Mes projets, eh bien, je vais voir qu'une nouvelle étude est apparue, donc Azurea Test. Donc ici, quand on crée un ICRF, on est en mode draft. Donc en mode draft, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez enregistrer des faux patients, enregistrer des fausses données. Lors du passage en production, ces données seront automatiquement supprimées, sauf si vous en faites la demande contraire. Dans un troisième chapitre, on va parler de la configuration du projet. Alors il y a plusieurs fonctionnalités. La première étant utiliser la collecte de données longitudinales. Alors, on peut activer cette fonction quand on a un formulaire qui serait à remplir lors de plusieurs visites. Par exemple, si on a le même bilan bio qui est à récupérer à plusieurs visites, même si par ailleurs il y a d'autres données à ces visites qui sont différentes à recueillir, on peut utiliser ce module-là, ce qui va permettre de concevoir qu'un seul formulaire bio et de pouvoir le répéter donc aux visites pour lesquelles il est nécessaire de recueillir ce bilan. Je donnerai là aussi quelques infos tout à l'heure. La deuxième fonction qu'on voit ici, c'est utiliser des enquêtes dans ce projet. Donc ici, je vais activer la collecte de données longitudinales. Pour les enquêtes, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est là une fonction qui permet que chaque personne participant à l'enquête, donc chaque patient, pour les études observationnelles notamment, pour remplir des questionnaires, puisse remplir directement ce questionnaire en accédant à REDCap. Alors ceux-là, ils vont pouvoir le faire, soit ils recevront un mail directement de REDCap, soit vous pourrez leur envoyer un lien qui leur permettra donc de se connecter et de remplir le questionnaire. Et donc ce questionnaire sera automatiquement enregistré dans REDCap. Quatrième chapitre, venons-en maintenant à la création des formulaires et des champs dans ces formulaires de votre projet. Alors je vous conseille fortement d'avoir déjà élaboré un modèle Word pour savoir exactement le nombre de formulaires que vous allez concevoir. D'avoir décidé auparavant si vous utilisez la collecte de données longitudinales ou non, c'est-à-dire si vous avez des formulaires qui sont amenés à se répéter au cours du projet. Et d'abord donc, pour faire cela, je vais dans le concepteur en ligne qui est ici et je vais créer mes formulaires. Alors sur REDCap, le terme formulaire est synonyme du terme instrument. Donc là, par défaut, il y a un instrument qui est déjà conçu. Je vais le renommer. J'enregistre. Alors pour cette démonstration, je vais créer d'autres formulaires. Le premier va s'appeler évaluation V1. Autre formulaire, évaluation V2.
Et dernier formulaire, bilan bio. On va voir maintenant une partie importante qui est la création des champs dans les différents formulaires. Donc pour entrer dans un formulaire, je clique sur celui-ci. Par défaut, il y a le champ identifiant, donc c'est un champ unique qui va permettre d'identifier les patients. Souvent, c'est un nombre. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment faire que ces identifiants se créent automatiquement. Mais on va créer d'autres champs et je vais vous montrer les différents types de champs. Donc ici, je vais passer un peu vite, vous faites ajouter un champ. Alors le premier qu'il nous propose, c'est boîte de texte. La première chose, on définit l'étiquette du champ, donc ce que vont voir les utilisateurs, les personnes qui vont saisir les données. Donc là, je vais faire un champ initial. Ici, je dois mettre le code de la variable. Donc souvent, soit c'est le nom de l'étiquette sans les accents. Si l'étiquette est trop longue, eh ben, on met une abréviation. Donc là, je vais mettre initial. Donc là, si je laisse comme ça, je pourrais entrer dans ce champ. Je ne serai restreint par rien du tout, sauf la longueur, le nombre de caractères. C'est-à-dire que je pourrais rentrer du texte, je pourrais rentrer des nombres, je pourrais rentrer des dates. Donc là, pour le champ initial, on va laisser comme ça. Mais bien évidemment, pour tous les autres, pour la majorité des champs, il faut définir un format le plus précis possible, de façon qu'on ait une qualité optimale dans le recueil des données. C'est-à-dire que dans un champ numérique, eh bien, les utilisateurs ne puissent saisir que des nombres. Donc, voilà le premier champ donc initial qui apparaît. Les champs apparaissent les uns en dessous des autres. Je vais en créer un autre. Alors, dans le type de champ boîte texte, il y a également d'autres formats qu'on va voir ici. Donc, si je marque rien, je peux noter du texte avec un nombre de caractères pas très important. Sinon, si je renseigne cette liste déroulante, je vois que j'ai d'autres types de champs, notamment les champs date, les champs date-temps, avec ou sans les secondes. J'ai également, je vais faire les principaux que nous utilisons, des numériques, soit des entiers, soit des nombres avec, en déspécifiant les décimales. Et donc, si je choisis ici nombre par exemple, pardon, eh bien, je pourrais rentrer que des nombres dans ce champ-là. Concernant les limites, ce que je vous disais en introduction, ici, si vous mettez une valeur minimum et une valeur maximum, il y aura un message si la personne ne respecte pas ses limites. À noter que ce qui est noté ici, c'est-à-dire le format du champ, c'est bloquant, c'est-à-dire que si on définit un champ nombre, l'utilisateur ne pourra pas rentrer autre chose qu'un nombre. Par contre, ici, si l'utilisateur note quelque chose qui est hors des limites, il y aura un message, mais ça ne sera pas bloquant. Donc, l'utilisateur sera averti que la valeur est hors des limites, mais elle pourra poursuivre la saisie en la conservant. Donc voilà pour ce type de champ boîte texte en fait qui regroupe le texte court, les dates, les nombres et c'est tout. Pardon. Et nous allons passer maintenant aux boîtes de notes qui est donc un champ texte pardon, mais avec un nombre de caractères possibles beaucoup plus élevé. Donc je n'en dirai pas plus. Ensuite, on va voir les champs calculés. Alors, ça permet d'avoir un résultat automatique donc, dans ces types de champs. Par exemple, si vous avez un champ taille à renseigner, un champ poids à renseigner, une fois que ceux-ci sont renseignés, si vous avez fait un champ calculé IMC, eh bien, celui-ci apparaîtra automatiquement. La syntaxe est assez simple. Vous mettez le nom des champs dans les opérations que vous voulez concevoir entre crochets.
Donc, vous mettez les codes de variables entre crochets, ce qu'on indique ici dans cette case. Donc, pour taille, vous mettrez entre crochets taille fois poids ou divisé par poids selon la formule consacrée. Si vous voulez une syntaxe plus élaborée, eh bien vous cliquez ici et vous aurez des exemples plus avancés qui vous permettront de faire des formules un peu plus compliquées. Voilà pour les champs calculés. Ensuite, il y a les listes déroulantes. Donc là, on va en faire une. Sur le sexe, alors je l'étiquette ici, je vais marquer sexe comme je vous ai dit. Ici, le code de la variable, on peut mettre la même chose. Alors la syntaxe ici on va mettre donc le contenu de cette liste déroulante. La syntaxe est toujours la même, vous mettez un chiffre, n'importe lequel que vous voulez, une virgule, puis le premier terme que vous voulez voir apparaître dans la liste déroulante. Vous enregistrez. Donc, avant d'enregistrer, juste pour info, là, cette information-là sera stockée sous deux formes, soit sous forme de codage 1 et 2, soit sous forme d'étiquette hommes et femmes. Quand vous exporterez les données à la fin de l'étude, eh bien, vous aurez la possibilité soit d'exporter les termes hommes et femmes, soit d'exporter les termes 1 et 2. Dans tous les cas, les utilisateurs, dans la liste déroulante, comme je vais vous le montrer, ne verront que les termes hommes et femmes. Ensuite, nous allons voir, donc là, il n'y a qu'une réponse possible, bien évidemment. Les cases d'options, donc c'est un peu le même principe. Je vais vous le montrer simplement. L'apparence est différente, donc je vais faire toujours le même champ. Là, je suis obligé de rajouter un caractère en plus parce que le nom des variables en codage est unique dans CRF. Donc, vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même code variable. De toute façon, c'est bloquant. Un message apparaîtra si vous le faites. Là, je vais mettre la même chose. Bon, je vais faire plus court. J'enregistre. Donc, au lieu que ça apparaisse en liste déroulante, il y a de petits cases d'options comme ça et on coche l'une ou l'autre, donc selon. Ce champ, je vais le supprimer en cliquant sur la croix rouge. Je vais maintenant en créer un autre qui sera la case à cocher. Donc la case à cocher, la grosse différence par rapport aux deux types de champs que je viens de vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles. On l'utilise classiquement pour les antécédents. Par exemple, ce que je vais faire, je vais donc créer un champ antécédent. Ici, je vais coder la variable antécédent. Et là, je vais mettre mon choix. Alors, la syntaxe est la même que pour les listes déroulantes. Un chiffre. Le premier terme que vous voulez voir apparaître, enfin la première case à cocher. Donc là, je vais mettre cardio, neuro, et je vais faire une case à cocher autre. J'enregistre et donc là, voilà, donc on pourra cocher une, deux, ou les trois, ou aucune, comme on voudra. Pour ma démonstration, j'ai besoin de faire un autre champ. Ah non, là, voilà, c'est mieux, antécédent précision. Donc c'est un champ qui sera complété si la case autre est cochée. Donc là, je ne choisis pas une case à cocher, bien sûr, mais texte court ou texte long. Donc là, je vais prendre texte court. Voilà, donc tout ce champ, j'en aurai besoin pour faire une démonstration tout à l'heure. On va poursuivre dans les types de champs.
nous en étions à la case à cocher. Les cases oui, non et vrai, faux sont des cases d'options, c'est-à-dire comme celle-ci là, mais prédéfinies. Donc déjà, il y a la syntaxe qui est écrite. Et ensuite, les champs qu'on utilise moins fréquemment. Parmi ceux-là, il y a le téléchargement des fichiers, c'est-à-dire que pour chaque patient enregistré, vous pourrez télécharger un fichier. Par exemple, ça peut être un compte-rendu d'hospitalisation anonymisé. Vous pouvez faire également une EVA, une échelle visuelle analogique, qui est utilisée souvent dans les protocoles douleur. Vous pourrez également faire un champ descriptif texte. Alors là, c'est qu'à la place de l'étiquette, ici, là, vous pourrez mettre un schéma. Si vous voulez mettre par exemple un petit schéma explicatif pour compléter le champ, et bien vous utilisez cette commande-là qui vous permettra de télécharger votre schéma. Et dernière chose, c'est nouvelle section. Alors je peux pas donc la nouvelle section, ça permet de séparer les champs dans votre formulaire, donc c'est plus pratique à la saisie et ça permet plus de clarté. Donc petite astuce, c'est qu'on ne peut pas créer un champ nouvelle section quand c'est le dernier. Si je fais ça, par exemple je mets critères d'inclusion. Enfin, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas marché. Voilà, il me dit que comme c'est le dernier chance, je ne peux pas créer une en-tête. Donc je suis obligé en fait de créer déjà un champ de cette nouvelle section, puis de revenir et de créer en dessus cette nouvelle section. Je pourrais faire par exemple critères d'inclusion. Bon là il est mal positionné du coup, mais vous voyez que ça fait donc une séparation entre les champs qui est plus confortable pour la saisie. Alors maintenant on va voir le branching logic qui est la vision conditionnelle de certains champs. Donc quand on retourne, alors une chose que je ne vous ai pas dit, pour chaque champ on a quelques commandes. Ici le crayon ça permet de retourner dans la configuration du champ, là où on était lorsque l'on le crée. Voilà. Ici ça permet de le copier, pardon. Ici c'est le branching logic que je vais vous expliquer tout de suite. Là c'est pour déplacer le champ. Donc vous pouvez également le faire, alors là je vais pouvoir déplacer celui-là, mais par exemple si vous gardez la souris appuyée, vous pouvez le déplacer comme ça. Et donc ici la croix rouge, comme je l'ai déjà utilisé, c'est pour supprimer le champ. Voyons maintenant le branching logic. Donc il peut être intéressant que certains champs apparaissent à l'écran uniquement en fonction de la réponse d'autres champs. Typiquement ici, on aimerait que le champ précision antécédent n'apparaisse que quand la case autre est cochée au champ antécédent. Donc on va faire un branching logic entre ces deux champs. Conventionnellement, ce champ antécédent va s'appeler le champ père et ce champ antécédent précision va s'appeler le champ fils. On fait toujours le branching logic sur le champ fils. Donc je clique ici sur cette flèche verte et ici en bas de la fenêtre je vois tous les champs, non seulement tous les champs mais aussi toutes les réponses aux champs que je vais pouvoir utiliser pour définir la condition que mon champ soit visible ou non, que mon champ fils soit visible ou non. Donc ça ne peut qu'être que des listes déroulantes ou des cases à cocher. Ça peut être un champ texte par exemple. Donc ici, ça peut être un champ numérique aussi, avec possibilité de mettre plus grand que, etc. Ici, je vais prendre, en gardant la souris appuyée, ce champ autre, et je vais le glisser ici. C'est donc l'assistant qui permet de faire cela, car vous voyez qu'en dessus, la syntaxe s'est faite automatiquement. Si vous voulez revenir à la syntaxe, vous cliquez ici, et vous pouvez la faire vous-même si vous ne voulez pas utiliser l'assistant. Alors dans l'assistant, on voit qu'il y a on peut rajouter plusieurs réponses, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que le champ soit visible, soit quand toutes les conditions sont réunies, si on met plusieurs conditions, soit si l'une au moins des conditions est réunie. Si vous voulez encore une fois avoir des syntaxes de branching logic plus élaborées, vous cliquez ici et vous aurez des exemples. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées.
Je sauvegarde. Donc là, on voit le terme qui vient d'apparaître et ce champ va n'apparaître uniquement quand le champ antécédent sera coché à autre. Ce que je vais vous prouver immédiatement. Je vais créer un patient puisqu'on est en mode draft, donc je peux faire ce que je veux. Donc ici, par défaut, le champ précision antécédent n'apparaît pas. Si je clique sur autre, il apparaît. Donc bien sûr, il y a toujours la tête de section critère d'inclusion qui est mal positionnée, mais ça, je vais le modifier tout à l'heure. Je retourne dans la configuration du projet. J'enregistre. Et maintenant, on va revenir dans le concepteur en ligne pour voir les matrices de champs. Ici, là, soit je peux, sur chaque champ, ajouter un champ ou ajouter une matrice de champ. Alors, matrice de champ est utilisée lorsqu'on a plusieurs champs pour lesquels le choix de réponse est toujours le même. Par exemple, pour les critères d'inclusion, on a toujours, la réponse est toujours oui ou non. Mais donc, on peut utiliser une matrice de champ pour faire les critères d'inclusion. On peut aussi utiliser cela si vous avez des questionnaires qualité de vie, par exemple, où le choix des réponses est peut-être un peu plus complexe, un peu plus diversifié. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'aura qu'à noter, concevoir une seule fois ce choix de réponse et l'attribuer à tous les champs pour lesquels cela s'applique. Donc la première chose, je vais créer étiquette de champ. Ici, c'est mon premier champ. Donc moi, je vais mettre critère 1. Ici, je vais mettre le code de cette variable. C'est comparable à ce que je faisais tout à l'heure. Critère 1, pardon. Là, je vais ajouter une ligne, c'est-à-dire je vais ajouter un champ dans cette matrice de champs. Critère 2. Et ici, je vais mettre les réponses possibles. Donc, toujours avec la même syntaxe. 0, ça va être non. Et 1, ça va être oui. Je nomme en bas ce groupe, donc je vais mettre critère inclusion. Je peux choisir ici mon format de réponse. Donc il n'y a que deux choix, soit une réponse unique, soit une possibilité de répondre, de donner plusieurs réponses par champ. Et donc ça apparaît comme ceci. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, si vous avez toujours la même réponse pour plusieurs champs. Pardon. Je mets ici l'entête de section qui sera plus indiquée ici. Donc vous voyez, je peux la modifier, la bouger en gardant la souris appuyée. Nous allons maintenant retourner à la page à l'onglet configuration du projet et on va paramétrer le module collecte de données longitudinales puisque je l'ai activé. Donc ici, donc définir les événements et désigner les instruments pour eux. Donc c'est une étape qui va permettre d'indiquer quel formulaire doit être rempli à quelle visite. Donc je vais définir les événements, sachant qu'un événement est en fait une visite. Donc la première visite, je vais changer l'intitulé, c'est l'inclusion. Je sauvegarde. Et ici, je vais créer, donc la deuxième visite, elle va s'appeler visite, en fait, ce sera la visite 1 de suivi. Alors, décidément, donc, ici, dans jour de décalage, je peux indiquer exactement la période réelle qu'il doit y avoir entre l'inclusion et la visite 1.
Cela me sera utile pour élaborer le calendrier personnalisé de chaque patient. Je vous indiquerai tout à l'heure comment faire. Mais donc je peux faire cela. Donc par exemple, si la visite de suivi se situe un mois après l'inclusion, eh bien, je marque 30 jours bien sûr. Et je peux utiliser également, si je n'ai pas envie d'utiliser le calendrier, je peux utiliser cet item là, jour de décalage, uniquement pour ordonner les visites entre elles. Ce que je vais faire moi, donc je vais mettre ici 1. Et j'ajoute ce nouvel événement qui est donc cette nouvelle visite. Ici, je vais créer la visite 2, donc je marque 2 pour ordonner la visite. Et donc j'ai créé l'ensemble de mes visites. Et deuxième étape, dans ce paramétrage des études longitudinales, je vais spécifier les instruments pour mes événements, c'est-à-dire spécifier quels formulaires doivent être complétés à chacune des visites. Je commence l'édition. Par défaut, il y a ça de cocher, je le décoche. Donc, à la visite inclusion, j'aurai besoin de mon formulaire inclusion. À la visite V1, j'aurai besoin de mon évaluation V1. À la visite V2, de mon évaluation V2. Si je m'arrêtais là, il n'aurait pas été utile de faire une étude longitudinale. Par contre, pour le bilan bio, en admettant que je le recueille à chacune des visites, et bien là, je coche chacune des visites. Et donc, ce bilan bio, je n'aurai besoin de le faire qu'une seule fois. Et par contre, je pourrai le compléter pour chacune des visites. Quand on retourne dans le tableau de bord, on voit que ceci apparaît sous cette forme. Donc, pour chaque patient, eh bien, on a bien le bilan bio qui apparaît à chacune des visites. Je retourne à mon configuration des projets. Pour ces études longitudinales, il y a également le module de planification, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je l'active et si quand j'étais dans définir mes événements, j'ai mis la durée réelle qu'il doit y avoir entre les visites, avec aussi la fenêtre, je retourne, acceptable. C'est-à-dire qu'ici, je peux mettre que la visite à un mois, la visite V1 doit se situer à un mois, plus ou moins 5 jours, donc je le note ici. Et ainsi, quand j'ai fait ça, et en activant ici le module de planification, eh bien, ici, je vais avoir une commande qui va me permettre de générer des calendriers personnalisés de chaque patient, c'est-à-dire en indiquant la date de visite d'inclusion, et bien après, j'aurai toutes les dates de visite avec donc les fenêtres de convocation si j'en ai spécifié. Je reviens à la configuration du projet. Chapitre 5. Quand j'ai finalisé tout mon ICRF, je peux le télécharger en PDF ou je peux télécharger le dictionnaire des données, c'est-à-dire c'est en fait le dictionnaire des variables pour faire une sauvegarde si je le souhaite. Mais aussi, si vous avez à concevoir des ICRF qui sont semblables, eh bien vous pouvez télécharger le dictionnaire des données du premier ICRF, créer un nouvel ICRF et au lieu de rentrer dans le concepteur en ligne, eh bien vous téléchargez ce dictionnaire des variables et vous aurez un deuxième ICRF comparable que vous pourrez modifier selon vos désirs. Dans le chapitre 6, on va voir les droits utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accès à REDCap, il faut avoir un compte REDCap et c'est moi qui le crée. Si vous en avez un, vous n'avez rien à faire. L'accès aux études, c'est vous qui déterminez qui a accès aux études et avec quel droit. Donc, on va dans la commande droit utilisateur. Cette commande, donc, les commandes qui sont là dans ces pages, vous les retrouvez en partie sur la gauche également. Donc, droit utilisateur, ça doit être également dans ce... Voilà, droit utilisateur, dans cet onglet. Vous cliquez ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi qui suis utilisateur de ce projet. Si vous voulez rajouter un utilisateur, donc pour savoir s'il a un compte REDCap, vous tapez son username, qui est pour nous
pour le REDCap du CHU de Clermont, toujours élaboré de la même forme, l'initiale du prénom et le nom, tout attaché. Donc, si je tape, par exemple, quelqu'un, n'importe quoi, qui n'existe pas, je fais ajout, et là, il me dit que cet utilisateur, cet username n'est pas connu, donc vous ne pouvez pas lui donner les droits d'accéder à votre projet. Donc, dans ce cas, il faut me demander de créer un compte à cette personne. Pour cela, c'est un fichier que je vais vous envoyer. Là, c'est un fichier modèle. Vous devez compléter. Ça, c'est un point CSV. Alors là, j'ai un petit... Voilà, j'ai résolu ce petit problème avec mon fichier .csv. Pour que le fichier apparaisse comme ça, vous devez avoir fait la modification de séparateur de liste, de mettre donc la virgule en séparateur de liste. Et donc, pour qu'il apparaisse de cette forme, sinon tout apparaît dans la première colonne et ensuite on ne peut pas le télécharger sur REDCap. Parce que ce fichier, vous le complétez avec les personnes que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez que je crée un compte sur REDCap. Donc, alors, je vais y arriver, voilà. D'abord, vous complétez la première colonne qui est l'username. Comme je viens de vous le dire, c'est l'initiale du prénom et le nom tout attaché en minuscules. Ensuite, vous indiquez le prénom. Ensuite, vous indiquez le nom. Ensuite, l'email. Et la seule chose que vous avez à remplir ensuite, c'est le sponsor username. Ici, c'est moi, mais pour vous, vous mettrez votre username à vous. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le CV, vous me l'envoyez, et moi, en le téléchargeant, automatiquement, les personnes qui seront enregistrées dans ce fichier auront un compte REDCap de créer. Elles recevront alors à ce moment-là un mail automatisé envoyé par REDCap. Et donc, ce mail leur permettra d'accéder à REDCap et de créer leur mot de passe. Quand les personnes ont donc accès à REDCap, un compte REDCap, vous pourrez leur donner les droits. Donc, pour cela, il y a deux façons de faire. Soit vous donnez spécifiquement les droits à une personne en particulier. Donc là, je vais prendre... voilà, il propose, quand je tape les initiales, il propose des personnes. Je vais prendre une première personne. Je clique ici et là, j'ai tous les droits. Donc, j'ai tous les droits qui apparaissent. Donc, le principe pour les utilisateurs dans les différents centres, donc les personnes qui jouent le rôle de tech, c'est qu'ils aient uniquement les rôles nécessaires, mais pas plus. Donc, il faut leur donner, si je puis dire, le moins de droits possible pour pas que vous ayez après des problèmes. Par exemple, les highest level privilege, il ne faut pas les donner, puisque là, vous pouvez modifier complètement l'ICRF. Ce qu'on vient de faire, la personne peut le faire si vous donnez ce droit. Si vous cochez ici droit utilisateur, la personne a les droits, donc d'avoir les droits, c'est-à-dire qu'elle peut modifier ses propres droits et les droits des autres. Donc ça, il faut qu'il n'y ait que vous que ça, sinon vous pourrez avoir des problèmes. Donc, de façon générale, par exemple pour des droits d'un tech, on va dire, qui informatise uniquement les données, on ne lui donne pas d'accès d'exporter les données, ça on le fait à la fin quand l'étude est terminée. On peut lui laisser la possibilité d'éditer des reports, je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Les stats télégraphes, c'est vous qui voyez, si vous voulez. Le calendrier, si vous avez activé donc, le module longitudinal et si vous voulez qu'il puisse créer le calendrier de façon automatisée, vous lui donnez. Ici, vous décochez et donc ensuite, voilà, le point important, c'est de créer des enregistrements. Souvent, je donne que ce droit-là. Renommer les enregistrements, ça, je ne le donne pas et supprimer les enregistrements, encore moins. Verrouillage, c'est désactivé. Voilà pour les droits de base, je dirais. Alors, il faut bien noter que là, je n'ai pas encore activé le module de randomisation, qu'on va voir tout à l'heure. Quand je vais activer cela, il va y avoir
une partie qui va s'ajouter ici, donc un paragraphe qui va s'appeler randomisation, et vous devrez donner donc les droits aux personnes de randomiser si vous voulez qu'elles puissent le faire. De même, quand on va voir pour éditer ou répondre aux queries, il faut également donner les droits aux différents utilisateurs de le faire, sinon parce que par défaut, ils ne l'auront pas. Là, je vais annuler parce que sinon, si je fais ajouter l'utilisateur et cette personne, qui est une personne réelle, va recevoir un mail. Donc voilà. La deuxième façon de faire qui est plus rapide, quand vous avez beaucoup de personnes à rajouter et qui ont qui vont avoir les mêmes droits, et bien vous définissez un rôle. Donc ce rôle, vous le créez ici, data entry, voilà, par exemple, qui pourrait être destiné aux personnes qui vont jouer le rôle de tech. Donc là, c'est pareil, hein, pareil que lorsque je l'ai fait pour une personne individuelle, vous choisissez les droits que les techs vont avoir, vous créez le rôle. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail. Et ici, après, au lieu de noter d'inscrire un nouveau utilisateur dans cet item-là, vous le créez ici. Et donc je ne vais pas le faire non plus parce que ça enverrait un mail. Mais là, vous avez Data Entry. Vous sélectionnez cela et automatiquement, la personne va avoir les droits qui sont mentionnés dans le rôle Data Entry. Donc ça va beaucoup plus vite. Enfin, dans ce chapitre sur les droits utilisateurs, on va voir les groupes. Je reviens, alors j'ai accès aussi d'ici, mais je reviens à ma page principale. Les groupes d'accès aux données. Donc les groupes d'accès aux données, en fait, un groupe égale un centre, la plupart du temps. Donc là, je vais créer 3 centres, on va dire Clermont. On va dire par exemple Dijon. Et Nîmes. Alors je ne mets pas d'accent là parce que sinon le caractère sera tronqué. Et donc j'ai mes 3 centres qui apparaissent ici. Et ensuite je vais indiquer quel utilisateur appartient à quel centre. Alors là, bon, j'ai pas d'autres utilisateurs, mais si je les avais, ils apparaîtraient tous dans cette liste déroulante et je dirais que tel utilisateur va informatiser les données à Clermont, Dijon, Nîmes, etc. Donc, cela a 2 conséquences. La première, c'est que l'utilisateur qui sera donc attribué à un centre ne pourra voir les sujets inclus que dans son centre, parfois utile. Et deuxièmement, si on fait une randomisation stratifiée sur le centre, je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait, lorsque la personne randomisera, elle n'aura pas besoin d'indiquer son centre, cela se fera automatiquement. Donc RedCap saura que en fonction de l'identifiant de la personne qui est en train de randomiser, à quel centre il faut, quel niveau de strat faudra utiliser pour la randomisation. Chapitre 7, randomisation. Il est donc possible de faire une randomisation par liste via RedCap, liste de randomisation qu'il faut donc préalablement établir. Ce que j'ai fait sur ce fichier Excel, cette liste correspond aux 3 premières colonnes. Donc dans la première colonne, j'ai fait un plan de randomisation pour 24 patients. La colonne B, c'est le traitement alloué. Dans mon exemple, c'est soit le traitement A, soit le traitement B. Et dans la colonne C, j'ai mis les différents centres que j'ai créés dans le dernier chapitre dans le module droit utilisateur. Donc moi, dans cet exemple, j'avais créé 3 centres, Clermont, Dijon, Nîmes. À noter que dans une étude multicentrique comme celle-ci, il vaut mieux prévoir plus de numéros de randomisation que nécessaire que le contraire. C'est-à-dire si j'ai une étude par exemple où il faut inclure 100 patients, rien ne m'empêche de prévoir 100 numéros de randomisation pour Clermont, 100 pour Dijon et 100 pour Nîmes. Même si je sais que forcément il y en a qui ne seront pas utilisés, mais si je n'en prévois pas assez pour certains centres, parce qu'il y a souvent des déséquilibres dans le rythme, dans le nombre d'inclus dans les différents centres, si j'en ai pas assez, je ne pourrai plus randomiser dans le centre en question.
Ensuite, la première étape sur RedCap, je reviens dans la configuration de mon projet, c'est d'activer le module de randomisation. Alors, il faudra s'assurer dans les droits utilisateurs que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les personnes qui auront le droit de randomiser auront bien ce droit-là de mentionner dans le droit utilisateur, dans le module droit utilisateur. La deuxième étape sur RedCap, c'est d'aller dans le formulaire d'inclusion et de créer un champ randomisation, ce que j'ai déjà fait, qui va contenir tous les résultats possibles de la randomisation. Donc ici, ce champ s'appelle randomisation, c'est forcément une liste déroulante. Et donc dans cette liste déroulante, moi j'ai mis bien sûr le traitement A, traitement B avec le code 1, traitement A égale 1, traitement B correspond à 2. Ces codifications-là, je dois les reporter sur mon plan de randomisation. C'est la colonne D où j'ai mis donc la codification que j'ai créée sur RedCap, et bien je la reporte ici. Traitement A correspond à numéro 1, traitement B correspond à numéro 2. Je parlerai tout à l'heure de la dernière colonne. Ici, donc, vous pouvez mettre dans le résultat de la randomisation soit le nom réel du traitement, si vous êtes dans une étude en ouvert. Vous pouvez mettre aussi un code de traitement, si chaque patient a un numéro de traitement. Dans ce cas-là, il faudra faire une liste déroulante contenant tous les codes de traitement. Mais vous pouvez en mettre plusieurs centaines ici, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons configurer la randomisation. Donc je reviens dans l'onglet configuration du projet et là est apparu un nouveau module, configurer la randomisation. Pour configurer cette randomisation, il y a 3 étapes. La première, c'est définir le modèle de randomisation avec 3 points A, B et C. Les points A et B concernent en fait la stratification. Le point A, c'est pour la stratification portant sur un facteur autre que le centre. Et le point B, c'est pour la randomisation par centre. Donc, par exemple, si mon étude est stratifiée sur le sexe, alors j'active cet item et là, je choisis la variable sexe et ainsi, si je fais cela, le modèle comprend que la randomisation est stratifiée sur le sexe. Dans cet exemple, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais randomiser par groupe, c'est-à-dire par centre. Je coche ici. Là, j'ai 2 options. Soit je coche utiliser des groupes d'accès aux données pour désigner chaque groupe. Et dans ce cas, ça va être transparent pour l'utilisateur. C'est ce que je vous disais à la fin du dernier chapitre. Quand un utilisateur va se connecter, le RedCap va savoir automatiquement à quel centre il appartient en fonction de son identifiant. Et donc la randomisation par centre se fera automatiquement. Soit je coche, c'est de loin l'option la plus efficiente, soit je coche la deuxième option, et dans ce cas, je fais comme pour les autres facteurs de stratification, il faut que j'indique un champ dans lequel il y a tous les niveaux de strates de cette strate centre, c'est-à-dire tous les centres. Et l'utilisateur, avant de randomiser, devra remplir ce champ pour indiquer donc manuellement à quel centre il appartient. Moi, je vais choisir la première option. Le point C dans ce modèle de randomisation, c'est de définir le champ de randomisation. C'est celui que j'ai fait tout à l'heure, donc randomisation. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir randomiser et j'enregistre mon modèle de randomisation. La deuxième étape et la troisième étape consiste à télécharger la liste de randomisation que j'ai préalablement établie vers RedCap. Le plus simple, c'est de passer par l'étape 2 et de télécharger un modèle de RedCap, de modifier ce modèle et ensuite de retélécharger ce modèle modifié vers RedCap. Donc cela concerne l'étape 3. Dans l'étape 2, il y a 3 modèles. J'utilise essentiellement l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 1 est à télécharger
pour une randomisation lorsqu'il n'y a aucune stratification, que ce soit sur une variable, un facteur quelconque ou le centre. Moi, l'exemple 2 concerne, est à utiliser lorsqu'on a au moins un facteur de stratification. Moi, j'en ai un, c'est le centre, donc c'est l'exemple que je vais télécharger, ce que j'ai fait au préalable, et on obtient ce fichier-là. Ici, on retrouve notre codification de traitement, A et B, 1 et 2, et en dessous, les différents centres que l'on a établis dans le module droit utilisateur. Donc, on trouve clairement Dijon et Nîmes. Il y a une codification qui a été établie automatiquement par REDCap. Donc, Clermont correspond à 1437, Dijon 1438 et Nîmes 1439. Alors, cette codification automatique, je ne connais pas la façon de le faire, de la forcer, c'est-à-dire de définir nous-mêmes un code au centre. Donc, on est obligé d'utiliser cette codification-là. Et c'est ces numéros-là que je vais mettre dans ma dernière colonne sur mon plan de rando, ici. J'ai vu que Clermont correspondait à 1437, donc je mets ce numéro-là en face Clermont, idem pour Dijon, idem pour Nîmes. Alors, chose importante que je tiens à vous rappeler, que je ne vous ai pas dit, quand vous téléchargez le modèle là, il faut modifier le séparateur de liste dans le panneau de configuration de votre PC, de remplacer donc la point-virgule par la virgule, comme je vous ai dit en début de cette présentation. Ensuite, je reviens sur mon plan de randomisation que j'ai fait moi-même sur Excel. Je copie les deux dernières colonnes et je viens les coller dans les deux premières colonnes. Là, il y a déjà des exemples de mon modèle que j'ai téléchargé de REDCap. Voilà, et là, j'ai mon plan de randomisation sous format REDCap qui est téléchargeable sur REDCap. Donc, en fait, concrètement, lorsqu'on va faire la première randomisation à Clermont, donc 1437 c'est Clermont, et ben, le patient va avoir le code rando 1 qui correspond donc au traitement A. Idem pour donc à Dijon, ça sera le traitement B, etc. Donc j'enregistre ce fichier. La dernière étape, eh bien, c'est de télécharger ce modèle que j'ai adapté, le modèle de randomisation, cet exemple de randomisation que j'ai adapté à mon étude. C'est l'étape numéro 3. Donc moi je l'ai noté Azurea Rando. Voilà, maintenant j'ai ma table d'allocation qui est téléchargée sur REDCap. Alors je vais faire une petite démonstration. Je reviens sur mes patients que j'ai créés. Je vais sur mon champ randomisation. Alors, vu que j'ai téléchargé ce plan de randomisation, maintenant, au lieu d'avoir la liste déroulante, j'ai un bouton macro randomisé. Alors, je clique sur ce bouton-là. Moi, je ne me suis pas attribué un groupe. Je n'ai pas indiqué à quel centre j'appartiens. Donc, cette fenêtre apparaît. Mais encore une fois, lorsque chacun des utilisateurs REDCap sera bien associé à un centre, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est une fenêtre que je marque, que je complète, qui apparaît, mais qui n'y a pas de lieu d'être quand chacun des utilisateurs sera donc encore une fois associé à leur centre. Je randomise. Et là, instantanément à l'écran, dans cette petite fenêtre, j'ai le résultat de la randomisation. Je sais que le patient qui possède l'identifiant numéro 1 a été randomisé pour obtenir le traitement A, pour être traité par le traitement A. Je ferme et en fait, cette information apparaît ici à la place du bouton randomiser et reste donc enregistrée dans le formulaire de ce patient. Alors pour éviter des randomisations à tort, je vous conseille de faire ce champ randomisation, donc le bouton randomiser quand celle-ci n'a pas été faite, de faire un branching logic sur ce champ-là
Et ce branching logic consistera à faire apparaître ce champ uniquement quand tous les autres champs, enfin quand d'autres champs, certains champs seront remplis correctement. Notamment, je pense aux critères d'inclusion. Quand tous les critères d'inclusion sont à oui, tous les critères de non-inclusion sont à non, et ben dans ce cas, le bouton randomisation apparaît. Si ces critères ne sont pas complétés ou mal complétés, la randomisation sera donc impossible. De même, s'il y a d'autres variables qui sont importantes, comme le sexe, les initiales, moi je fais souvent la page de randomisation, je fais en sorte qu'elle soit, je mets uniquement les champs nécessaires, pas plus, mais je fais en sorte que tous ces champs-là soient complétés pour que la randomisation apparaisse, pour que le bouton randomisation apparaisse et donc qu'elle soit possible. Enfin, dernier point, là vous êtes en mode draft, donc l'opération que j'ai faite tout à l'heure, alors je vais sortir du patient. L'opération que j'ai faite tout à l'heure ici, pardon, ce n'est pas ça. Quand vous serez passé en mode draft, il faudra retélécharger une table d'allocation. Ça sera la même chose, il faudra en faire une autre. Alors s'il faut pas, vous ne pouvez pas télécharger exactement la même, puisque bon, c'est un niveau de rigueur imposé par REDCap. On ne peut pas télécharger un plan de rando qu'on a déjà utilisé pour faire des essais. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez randomiser donc les patients, des patients réels. Chapitre 8, autre paramétrage du projet. Alors il y a un module que je vous ai parlé, que j'ai abordé tout à l'heure. Il s'agit de la numérotation automatique des enregistrements. Là, il est désactivé et si je le laisse en l'état, quand je rajoute un patient, c'est à moi, donc à l'utilisateur, de noter l'identifiant de ce patient. Et donc, c'est pas très pratique. Il vaut mieux que l'incrémentation de l'identifiant se fasse automatiquement. Pour cela, donc, j'active ce module. Et là, quand je vais revenir pour créer un patient, eh bien, je n'ai plus à renseigner l'identifiant. Quand je clique pour créer un patient, je tombe sur le tableau de bord. J'ai le numéro qui s'est incrémenté tout seul. J'avais déjà un patient sur la base. J'ai le numéro 2 qui s'est créé. Alors ce patient, je vais le créer, par exemple, les initiales. Et j'enregistre. Je veux juste vous montrer, c'est que quand je vais revenir sur ce patient, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, ici, vous avez deux champs Record ID, puisque moi, j'ai les droits de renommer les enregistrements. Donc, si je change le numéro 2, ici je mets numéro 3, et ben, le Record ID va être le 3. Ça parce que j'ai cette autorisation dans les droits utilisateurs. Si vous enlevez ce droit de renommer les enregistrements, eh bien, ce champ-là n'apparaît pas lorsque l'utilisateur va ouvrir l'enregistrement en question. Autre point, les queries. Alors là, je n'ai pas activé le module des queries. Donc, quand je clique sur cette petite bulle, j'ai juste la possibilité de mettre des commentaires. À noter que ici, quand vous cliquez ici, vous avez la traçabilité des enregistrements. Bon, là, il n'y a rien de fait, mais si j'enregistre ici, ça doit apparaître. Voilà, il est noté que c'est bien moi qui ai enregistré les données en question, avec toutes les modifications qui peuvent apparaître. Donc, pour les queries, je reviens à configuration du projet. Et là, je vais dans personnalisation supplémentaire. Je vais ici dans activer le journal et commentaires de champ. Et là, je vais sélectionner module de résolution des données. Je sauvegarde. Je vais bien vérifier que dans les droits, le droit de créer des queries et d'y répondre. Donc, il doit y avoir module de résolution des données. Donc, c'est là. Là, pour l'instant, j'ai pas d'accès. Moi, je vais me donner la possibilité d'ouvrir, de fermer et de répondre aux queries. J'enregistre les modifications et quand je retourne dans les patients que j'ai déjà créés,
Ici, là, je vais pouvoir, en cliquant sur cette petite bulle, je vais pouvoir créer une query. Par exemple, là, je peux mettre données manquantes. Donc, je clique ici, ouvrir la requête, c'est-à-dire ouvrir la query. Je peux sélectionner l'utilisateur s'il y a lieu. Et voilà, j'ai un petit point rouge qui apparaît. Ça veut dire que sur ce champ, il y a une query. L'utilisateur va pouvoir revenir dessus et y répondre. Donc, soit une réponse préétablie, soit faire un commentaire. Voilà pour les queries. Donc, c'est assez relativement simple. Dans cette même fenêtre ici, vous avez plusieurs autres options. Je vous laisse découvrir. C'est assez simple. Les 3 premières, on peut les utiliser. Notamment, ça peut être assez pratique. Vous verrez, c'est clair, c'est bien expliqué. Puis vous pourrez découvrir les autres si vous le souhaitez. Chapitre 9, le passage en production. Alors, quand l'ICRF est finalisé, que vous avez créé tous vos champs, que tout fonctionnement, que vous avez testé pour 1 ou 2 patients, vous passez le projet en production. Pour cela, vous allez tout en bas et vous cliquez ici. Alors là, je ne vais pas le faire parce que sinon ça déclencherait le processus. Mais quand vous faites cela, ça envoie un mail. Alors, ça enverra un mail soit à la personne du CHU de Clermont qui est responsable de l'ICRF RedCap, soit à moi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut dans la façon dont vous allez nommer les projets, il faut bien qu'il y ait le terme Azurea pour qu'on puisse savoir quels projets doivent être mis en production par la personne qui est responsable du RedCap au CHU de Clermont ou par moi, donc pour les projets Azurea. Donc cette étape-là, il y a juste un clic à faire et il faut attendre après qu'il y ait une validation qui se fera par mois. Donc c'est une validation manuelle que je devrais faire pour vos projets pour les mettre en production. À noter que si vous utilisez le module de randomisation, si vous avez téléchargé un plan de randomisation en draft pour faire des essais, vous devrez retélécharger un plan de randomisation lorsque le projet sera en mode production. Et il y a une petite sécurité entre guillemets, vous ne pouvez pas télécharger exactement le même plan de randomisation. Donc il faudra prévoir à l'avance, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que le projet est en production, on peut continuer, on peut toujours faire des modifications dans les CRF, ce qu'on est souvent amené à faire. Notamment au début, après les premiers inclus. Donc c'est possible, vous irez, alors là je ne peux pas vous le faire parce que le projet est en production, mais vous irez dans le concepteur en ligne comme un projet en draft, et là il y aura une commande supplémentaire quand les projets seront en production, il y aura marqué entrer en mode draft. Vous ferez vos modifications. Si ce sont des modifications qui ne posent aucun problème, qui ne créent pas de conflit dans vos données, alors il y aura une validation automatique de RedCap. Vous recevrez un mail en disant que la modification a bien été prise dans le projet en production. Par contre, s'il y a un conflit, par exemple si vous supprimez un champ dans lequel il y a déjà des données de saisie, si vous modifiez le contenu d'une liste déroulante, là, ça ne va pas être validé automatiquement et nous, au CHU Clermont, donc mon collègue ou moi-même, allons recevoir un mail en nous disant que il y a un problème et on devra valider manuellement la modification que vous avez faite. Donc, il faut bien soumettre vos modifications parce que si vous ne le faites pas, elles ne sont pas prises en compte dans le projet en production. Chapitre 10, rapport et exportation. Donc la commande se situe ici. Donc là, je vais pouvoir faire 2 choses. Soit exporter les données à la fin de l'étude, globalement toutes les données. Soit je peux créer un nouveau rapport. C'est ce que je vais faire ici. Donc là, je dois indiquer le nom du rapport. Donc moi, je vais l'appeler rapport 1. Ici,
Donc il y a plusieurs steps. Donc la première, c'est quels utilisateurs vont pouvoir avoir accès à ce rapport. Donc là, comme je suis le seul utilisateur, je n'ai pas la possibilité de les sélectionner. La deuxième étape consiste à indiquer quel champ je vais vouloir voir apparaître dans mon rapport. Donc quand je clique ici, donc on met toujours l'identifiant. Ici, dans la liste déroulante, eh bien, il y a tous les champs que j'ai prévus dans mon ICRF. Le troisième étape, est-ce que je peux faire un filtre? Par exemple, je peux faire un rapport pour avoir les inclusions réalisées dans un centre. Donc s'il y a 3 centres, comme je l'ai fait dans mon exemple tout à l'heure, eh bien je vais pouvoir faire un rapport pour les patients inclus de Clermont, en sélectionnant ici le centre de Clermont. Un autre rapport pour les patients de Dijon, un autre rapport pour les patients de Nîmes, ça peut être intéressant. Je peux faire des filtres supplémentaires comme, ben voilà, les centres apparaissent là, donc j'ai deux moyens de le faire. Et l'étape 4 consiste à classer les enregistrements comme je le souhaite. J'enregistre le rapport. Je ferme tout cela. Ah non, pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, et quand je me trouve sur ma page d'accueil, je verrai maintenant ce rapport, là, un onglet qui apparaît sur la gauche, et en cliquant dessus, ben, j'aurai les résultats de mon exportation tels que je l'ai paramétré. Voilà pour les rapports. Maintenant, l'exportation des données en fin d'étude, en vue de leur analyse. Je clique ici, et là, il me propose différents types de fichiers. Donc, les 4 derniers sont des extractions en format des différents logiciels statistiques mentionnés ici. Si vous voulez passer plus par un tableur, donc vous avez, c'est toujours en .csv, hein, mais après vous pouvez faire un copier-coller pour le mettre sur un fichier Excel en .xls. Si vous cliquez ici sur données brutes, alors là, ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de présentation, ce sont les codes, notamment des listes déroulantes, qui vont être extraites. C'est-à-dire que dans les listes déroulantes, si vous avez mis 0 égale non et 1 égale oui, alors dans ces champs-là, ça sera, les valeurs exportées seront 0 et 1. Si vous cliquez ici, alors dans ces champs-là, eh ben, les valeurs exportées seront oui et non. De même pour hommes et femmes, etc. Donc on choisit, c'est pour tous les champs, soit on extrait les données brutes, soit on extrait les étiquettes. De même pour les noms des champs, c'est la même chose. Soit c'est les étiquettes, soit c'est le code des variables comme on l'a défini quand on a créé les champs. Voilà pour l'exportation, je n'en dirai pas plus. Si des fois vous avez des paramètres qui apparaissent en rouge ici, ça veut dire que vous n'avez pas tous les droits pour faire l'exportation. Donc il faut retourner dans vos droits utilisateurs et vous donner les droits pour faire une complète exportation. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'exportation. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Je pense avoir fait le tour de toutes les étapes les plus importantes pour créer un ICRF sur REDCap. Je vous conseille, n'hésitez pas à aller voir dans les aides. Là, par exemple, à chaque fois, il y a des points d'interrogation. Il y a derrière, si on clique, eh bien, il y a les explications. De même, l'item aide et foire aux questions que je vous mentionnais dans l'introduction est ici. Donc là, vous avez tout, bon c'est en anglais, mais vous avez tous les items qui sont abordés. Donc le plus simple, c'est de faire une recherche d'un mot-clé. Donc je retourne dans mon projet. Et donc, si vous avez bien sûr des soucis, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas à m'appeler. Et je vous souhaite bon courage pour vos études.